DuckDB, c'est comme Panda, on va dire, ou Polars. C'est un moteur de calcul et accessoirement un moteur de calcul OLAP fait pour faire de l'analytique. Ça pèse 25 mégas à peu près, ou 29 maintenant. C'est écrit en C++ et c'est archi performant. Il adore écrire, lire et il fonctionne in process. Donc c'est pour ça que je parlais de Panda ou Polars. C'est pas du client-serveur. Mais on va s'en reparler juste après. Un mini mot sur moi. Donc, je suis architecte données dans une boîte de consultants et entre autres, depuis 4 ans, ces derniers temps, là, j'étais analyste produit, par exemple, pour un client lyonnais, HomeServe, et Analytics Engineer, on va dire. J'ai des expertises côté visualisation de données, donc moi, j'aime bien Tableau et Power BI. J'adore Tableau pour la carto, et après, il y a le pricing qui fait que parfois, c'est pas apprécié. Nos entrepôts analytiques, style les gros Snowflake ou BigQuery, ou DuckDB. Et pour orchestrer nos transformations SQL, par exemple, DBT ou Dataform, c'est super pratique pour s'y repérer dans ce, parfois, spaghetti SQL. Notre agenda, donc je vais revenir justement sur qu'est-ce que DuckDB. Voilà, enchaîner ensuite sur comment ça permet vraiment de démocratiser l'accès et l'exploration des données, qu'elles soient aussi volumineuses soient-ils, tant que ça tient en RAM. Donc, par exemple, les actes de la Sécu sociale d'Open Damir, ça se passe très bien. J'ai 2 élèves ici présents qui ont été un peu traumatisés pendant une semaine avec. Ils ont tenu bon. D'autres usages, donc plus en lien avec l'industrialisation et le DataOps, et surtout, finalement, en sortie, une démonstration d'un DuckDB embarqué dans le browser avec des petits composants HTML, JavaScript et autoportant une petite page web statique qu'on peut déployer sur les pages GitHub. C'est incroyable, et donc un travail de Paul Marcombe. J'ai déjà commencé, mais donc côté lecture et écriture, JSON, CSV, Excel, Parquet. On peut aussi attach des bases de données, donc on peut se connecter à un MySQL, un PostgreSQL, un SQLite, grâce à la communauté à BigQuery. Et ensuite, on peut faire des allers-retours grâce au format Arrow, qui est un format de données en mémoire. On peut faire des allers-retours entre DuckDB, renvoyer vers Panda, renvoyer vers Polars. Ça fait que ça permet d'utiliser le bon outil au bon endroit, au bon moment, en fonction de nos préférences, on va dire, si on est plus team DataFrame ou team SQL. On peut lire et écrire dans nos buckets distants. Il est capable d'écrire aussi vers des buckets S3 de Google ou d'Azure. Lire ou écrire. Il peut lire en lecture seule. Hugging Face, c'est peu connu. Enfin, je ne sais pas si c'est peu connu, mais en tout cas, dans le monde de la data science, ça permet d'aller déposer là-bas des modèles, des gros parquets. Donc, on est capable de le lire directement. Et ce site-là a même embarqué DuckDB pour permettre aux gens d'explorer rapidement les parquets présents. À tout hasard, le parquet, alors Eric Movière a fait de très beaux articles dessus aussi, en plus de 3 magnifiques articles sur DuckDB desquels j'ai énormément appris. Donc Parquet, c'est finalement un peu le cœur du réacteur qui est caché un peu derrière tous nos super engins analytiques. Le but, c'est comme un CSV, on va compresser les données. Au lieu de les ranger ligne par ligne avec toutes les colonnes, on va faire des pâtés, des parquets, des lattes de parquet comme par terre, avec des pâtés de 100 000 entrées à peu près, par exemple. Et on va compresser les données colonne par colonne. Et le gros intérêt derrière ça, c'est que finalement, ça va, si j'ai besoin de récupérer et sur un jeu de données de 50 colonnes que 3, ben je vais lire déjà les métadonnées autour de ces 3 colonnes. Si je fais juste une somme sur le nombre de lignes, il n'y a même pas besoin de lire les données en tant que telles parce qu'il y a un peu des index. Et si jamais je veux vraiment lire les données de ces 3 colonnes, c'est comme une vidéo en streaming. Au lieu de, si on veut commencer à la 30e minute, il n'y a pas besoin de télécharger ce qu'il y a avant. Donc vraiment, on va juste télécharger les portions qui nous intéressent. J'aurai un petit exemple d'Eric justement un peu plus tard. Donc tout ça pour dire, il peut lire plein de trucs et il est aussi capable par exemple de lire un peu les icebergs et Delta Lake, là, les petits nouveaux formats de table qui sont finalement des JSON par-dessus des parquets, plus des URL, plus du JS, ce genre de choses. D'où vient DuckDB? Et si on fait une grosse vulgarisation grâce à Christophe Lefary ici, au tout début, il y avait un peu nos oracles, nos SQL Server, bref, nos bases de données transactionnelles. On est passé à l'ère du big data, on a séparé le compute du stockage. Parquet est apparu à peu près par là. Et ensuite, il y a eu un peu 3 teams, Team Panda, DataFrame, ou alors, de l'autre bord, Team SQL, où finalement, grâce au SQL, ça va être un peu la couche d'abstraction pour aller réutiliser les moteurs autres. En tout cas, nous, DuckDB, c'est du SQL assumé et fier d'en faire. Mais à nouveau, il y a moyen de s'arranger et de traduire un data frame en SQL. En tout cas, on n'est pas obligé de ne pas s'aimer, mais on peut avoir ses préférences. Ce que je vous disais en intro, à nouveau, DuckDB, finalement, c'est pas un client-serveur, c'est fait pour l'analytique et c'est une process. Donc là, c'était à nouveau pour mettre des petits logos. Big Data is dead.
Un peu l'idée, c'est si ça peut tenir dans la RAM de l'ordinateur, est-ce qu'il y a besoin de distribuer le calcul autour de ça? Hannes Mullisen, ici, qui est finalement le fondateur derrière DuckDB, c'est un néerlandais, nous présentait à une conférence, par exemple, des études de Redshift et Snowflake qui montraient que finalement le payload moyen de données, 95% des payloads data est sous 16 Go ou 99 même sous 300 Go. Est-ce qu'il y a vraiment encore besoin de faire du Spark et du distribué quand tout peut tenir en RAM? Ça nous amène vers le fait que c'est puissant. Et par exemple, là, juste avec un débeaver, je suis capable ici d'étudier, alors c'est pas Toulouse, mais c'est Montréal. Ça permet d'étudier les stations de vélo en libre service de Montréal. Et il y a même eu, depuis du coup de 2 ans, il y a eu un DuckDB-UI, donc il y a juste à avoir DuckDB en local. On a une petite interface graphique qui est déjà disponible. À la limite, je peux vous le montrer juste rapidement pour les curieux. Ici, vous voyez que j'ai une petite interface. Finalement, ça fait un peu le notebook du SQL. Je peux me créer un peu des requêtes. Alors là, ici, il n'y a pas grand-chose. Mais donc, si je clique, par exemple, sur une table sur le côté, on voit un peu, ce qui est sympa, c'est qu'il m'affiche déjà des petites distributions de ce jeu de données-là. Donc, quand on explore les données, lui est assez sympa parce que ça permet de faire ça. Et alors là, il y a même un nouveau truc un peu gadget, c'est le Instant SQL. Donc, en gros, si je clique ici, si je clique là, ou si je clique là, vous voyez qu'il est en train d'ajuster là où je clique. Donc en gros, il m'affiche cette CTE, donc le with où j'en suis. Et si jamais j'enlève le name, il va me l'enlever. Ou si je remets le name et que hop, si je fais ça, j'ai même pas besoin de faire contrôle entrée, il joue directement ma requête. C'est un peu gadget, mais c'est un peu le hot reload qu'on a côté développement web. L'idée, c'était de vous dire et de vous montrer que finalement, avec un petit débeaver, on peut s'en sortir et aller quand même vraiment loin. C'était le titre du meet-up d'Eric il y a 2 ans. On est dans le sud-ouest, on aime le canard, tout ça, tout ça. Vous aurez la blague. Nickel. Du coup, des petits exemples. Ce qui est pratique, c'est que c'est un SQL où on se casse beaucoup moins la tête. Maintenant, on peut mettre un group by all, je ne l'ai pas fait là. Là, c'était pour montrer le qualify. Potentiellement, on aurait pu taper Hugging Face, mais bon, là, j'ai travaillé en local. On retrouve un peu ce qu'on a l'habitude. Ma démo préférée, c'est à nouveau travailler sur les stations de Bixby. Donc, vous voyez que là, je récupère un JSON, je nest les données pour avoir une ligne, une station. Je suis allé unnest les points stations et je l'ai cassé tout de suite en JSON pour lui dire, cherche pas à figer le schéma, d'où le JSON. Et dans la foulée, ça c'est un peu la terminologie pour DuckDB pour extraire un peu ces données-là. Là, et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on est dans DBeaver, on peut cliquer dessus, paf, ça s'affiche dans la carte. Il y a un bug en ce moment avec la version de DBeaver. Il y a une pull request qui montre qu'ils sont en train de le corriger. On peut récupérer aussi tout autre genre de JSON. Et donc là, ici, c'était des polygones, des arrondissements de la ville de Montréal, par exemple. Vous me voyez venir. L'idée, c'est de croiser les deux ensemble. Donc là, from la station left join avec une autre, avec la jointure qui permet de dire il faut que ma station soit dans la géométrie. Petite nouveauté de la version 1.3, ils ont optimisé cette jointure, ce qui fait que c'est censé être encore plus rapidement. Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que la question qu'on se posait tous, ou pas, il y a 51 stations à sud-ouest, dans le sud-ouest et à Verdun. C'est où? Ah oui, c'était au sud, plutôt du centre-ville de Montréal. Et voici le nombre de points d'ancrage, par exemple. J'apprécie ce côté pour commencer un peu à rendre plus accessibles les croisements autour de la géométrie. En termes de perf, c'est décoiffant. J'étais sur ma Surface Pro, donc pas cet ordi-là, qui avait 8 Go de RAM, 35 millions de lignes et 50 CSV. Et puis je fais un read CSV étoile-étoile pour chercher dans l'arborescence, plus tout le pattern qui est OD, origine-destination, 2020 étoiles. Et paf, en 25 secondes, j'ai une jolie table. Et donc dans l'autre sens, on revient finalement sur parquet CSV JSON. L'intérêt, c'est de voir effectivement le facteur de compression, évidemment, est dépendant sur la redondance de nos données. Et donc là, ici, sur ces rentals, c'est pour ça qu'il y avait un demi-giga, 2 gigas. Et le JSON est évidemment à peu près 2 fois plus gros que le CSV, car on répète les clés. Donc, c'est des petits exemples. Ah oui, petite nouveauté, il n'y a même plus besoin d'écrire format parquet à la fin. On peut, donc ça, il faudrait que je corrige ma petite slide. Il y a juste à faire mon nom de fichier .parquet et c'est parti. Il infère beaucoup de choses. Et c'est un peu le but de DuckDB, c'est nous simplifier la vie. Dès qu'il y a un petit truc un peu inutile, autant essayer de simplifier tout ça. Parfois, on aime bien se comparer. Si on regarde Snowflake, par exemple, le XS de Snowflake, c'est l'entrepôt, entre guillemets, c'est le compute d'entrée de Snowflake. C'est 16 Go de RAM. Est-ce que c'est plus rapide? Ah bah non. Finalement, ça dépote sur DuckDB. Et là, je suis même étonné, c'est que dans ma tête, je me dis, tiens, le parquet, c'est plus petit, peut-être qu'on lit plus vite. Alors, c'est vrai qu'il faut le dézipper aussi. Mais sur les tests que je faisais, j'avais un CSV gzippé et le parquet qui est lui-même zippé. Et Snowflake mettait plus de temps à prendre le parquet et l'ingérer et en créer une table dans Snowflake. Peut-être qu'on dira tout simplement, c'est que
Peut-être qu'il fait plus d'optimisation que DuckDB pour plus compresser les données. Néanmoins, ça reste très raisonnable, ça dépote, et c'était mes petits parquets, un parquet de 26 mégas. On revient sur le parquet, donc ça c'est dans les 3 articles d'Eric. Sa démonstration était de travailler sur les adresses de France. Le problème d'un CSV gzip, c'est que si on veut faire un filtre rapidement quelque part, il faut lire le fichier en entier pour être sûr d'avoir tout le monde. Tandis que dans le parquet, il y a juste besoin, si on fait un petit filtre, on va, grâce aux métadonnées, savoir quelle petite portion téléchargée. Donc par exemple ici que 6 mégas. Et Eric est allé beaucoup plus loin. Il avait travaillé en plus avec des fonctions géomatiques encore plus costauds, comme créer un buffer autour de la rue, de là où il habite. En tout cas, ça aide à démocratiser du coup ces explorations de données. Là, je vais mettre ma casquette un peu ingénieur données ou industrialisation. Il y a de très belles conférences de la part de Hannes Mulaysen qui est assez inspirant, où il y a une slide, pas grand-chose, c'est dingue et on comprend le message. J'aime beaucoup cette image. En gros, c'est le prétexte pour dire que DuckDB, on peut l'embarquer partout. On peut le mettre côté téléphone, côté site internet. On peut le mettre dans le serveur web qui répond aux pages pour accélérer tel ou tel besoin. On peut évidemment en faire un Snowflake, un BigQuery, d'où les 2 grosses pattes qui est le logo de MotherDuck. En gros, c'est le Snowflake à base de DuckDB. Et c'est eux qui ont la licence exclusive pour proposer ce service-là. Et tout à gauche, on peut embarquer DuckDB par exemple dans sa base de données OLTP, dans notre PostgreSQL, et on peut même remplacer parfois, on peut dire, ah tiens, si tu as une requête, utilise le moteur de DuckDB au lieu de celui de PostgreSQL par exemple. Donc ce qui pourrait permettre d'accélérer peut-être des analyses analytiques contre nos données transactionnelles du début. Et là, la petite lambda, c'est juste pour sensibiliser au fait que, et je vous montrerai un petit graphique, que DuckDB peut servir d'ETL SQL. Le SQL, c'est bien, c'est beau, ça se versionne super bien. C'est pas un langage propriétaire comme Power Query, comme je ne sais qui. Donc, ça peut avoir son sens. Et autour de ça, j'en reparlerai en sortie, il y a des gens comme Julien Hureau qui tentent des traitements de données en utilisant différents moteurs de calcul. DuckDB ne gérant pas la gestion des rôles, la sécurité, ce genre de choses. C'est juste un moteur de calcul, donc c'est pour ça que ça peut avoir son sens. Un exemple, Python pour passer de Panda à DuckDB. Mon besoin ici, c'était d'exporter toutes les tables d'un SQL Server. Ce n'est pas la solution finale que j'ai fait, mais ça permet quand même d'y comprendre. En gros, là, je me suis connecté avec Panda, le connecteur ODBC de Panda directement contre le SQL Server. Table par table, je faisais un select étoile, je faisais des pâtés de 100 000 lignes ou 1 million, et je l'ai transformé en parquet. Le gros intérêt, c'était de préserver le typage source, parce que si on exporte en CSV, il faut deviner ou retrouver. Bref, c'est toujours très très pénible de retrouver c'était quoi le bon typage de date, par exemple. Ils l'ont mis en format de date américain, c'est casse-pied. Ou il y a des espaces non sécables dans mon nombre entier, pourquoi ils ont fait ça? Bref, d'où l'intérêt de se connecter directement, récupérer le type natif de la base de données. Autour de ça, on n'est pas obligé de faire DuckDB. Avec Polars, il utilise un connecteur qui est encore plus performant. Je me suis mis à utiliser ce connecteur. Pour une grosse table, j'ai oublié sa volumétrie. En tout cas, au lieu de 40 minutes, j'avais exporté en 20 minutes. Donc, ça faisait quand même un beau gain. Tout ça pour dire, le DF qui est initialisé ici, j'ai fait un copy DF. Et donc, ça permet de passer de l'un à l'autre. Exemple d'ingénierie où on voit la consommation de Snowflake ici. Et finalement, ce qu'a fait cette personne, c'est qu'il a embarqué DuckDB dans des lambdas. Donc, il a fait comme Snowflake avec un moteur qui n'a pas de licence. Enfin, où il n'a pas à payer, entre guillemets, le coût du compute. Et on voit la réduction de coût qui est éloquente. Et il mentionnait le fait qu'il avait analysé comme ça des trillions de données. Donc, à nouveau, il a fait une conférence. N'hésitez pas à aller voir. Et Julien Hureau a déployé justement un article autour de ça. Alors, DuckDB comme ETL pour pousser dans BigQuery, il y en a qui pourraient penser que c'est une hérésie, mais BigQuery était casse-pied parce que le contexte ici, c'était des payloads. Donc, en gros, c'était tous les calls API qui avaient été envoyés contre un endpoint API. Et moi, j'avais besoin de faire des statistiques, des analyses dessus. Un payload API, on n'envoie jamais la même demande, la même requête. Et en fait, BigQuery essayait de figer la structure du JSON. Il ne voulait pas juste me l'importer tel quel. Du coup, je n'arrivais pas à charger ces données-là. Donc, je suis passé par DuckDB. C'était l'occasion de faire ça. Je me suis fait engueuler une fois en montrant mon secret ici. Normalement, effectivement, les secrets, on le range un peu à côté. Mais voilà, je le mentionne. Mais au moins, ça permet d'arriver à ses fins. Bon, un autre exemple où, évidemment, quand on passe d'un CSV à un parquet, c'est le même principe. Ce monsieur-là a utilisé DuckDB dans une application de téléphone. C'est sûr que si les données se répètent énormément, la compression se fait très bien. Démonstration de Christophe. Sur le téléphone, pas de souci. Des petites agrégations avec des demi-millions de lignes, les doigts dans le nez sur son iPhone.
C'est ça qui est sympa, c'est vraiment, on peut l'embarquer partout. Ce qui m'amène du coup vers nos outils de vise où certains se mettent un peu à utiliser DuckDB pour optimiser, on va dire, cette expérience utilisateur. Au lieu de faire des allers-retours en permanence dès que quelqu'un clique sur un filtre, si toutes les données sont déjà prêtes et disponibles dans l'ordinateur de la personne, ça ne sert à rien d'aller refaire un appel en plus. Donc Omni, par exemple, utilise ce raisonnement-là. Évidence aussi. Et là, j'aime beaucoup Évidence parce qu'il y a ce côté as code pour de la BI. Et je vous emmène finalement vers la démo du jour qui est inspirée de ce genre de fonctionnement. Là, c'est sympa, vous voyez, boum, on déclare une requête SQL qui va aller taper quelque part soit contre une base de données ou ce genre de choses. On voit un peu un mélange de Jinja un peu moins grand et des balises HTML. Évidence demande quand même encore un client-serveur. Et justement, c'est pour ça que Paul Marcombe, qui est le Head of Data à côté de Nickel, créateur aussi de Big Functions, bon, en tout cas, il a développé quelque chose où il n'y a plus qu'à mettre de l'HTML, on inclut nos 3 petits scripts SQL, ou un peu plus, et magie, ça permet de sortir des premiers graphiques. Et si on clique dessus, ça filtre directement. Et le tout en statique. Donc, c'est là le moment de la démo. Paf. Donc, moi, je l'ai utilisé dans un contexte d'exploration, par exemple, des colonnes de la base de données OpenDAMIR. Je découvre ces données-là. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et là, j'étais curieux de savoir c'est quoi les colonnes qui pourraient avoir le plus d'impact ou plutôt les colonnes qui n'ont pas plein de valeurs vides ou inconnues. Donc par exemple, ça qui est sympa, c'est que vous voyez que c'est versatile, on peut cliquer dessus, ça filtre. Alors, je ne respecte pas forcément toutes les bonnes pratiques de DataVis, mais à minima, ça permet d'arriver à mes fins. On peut voir en dessous les différents, par exemple, clés libellées. Je suis en mode exploration, je ne sais pas trop où je vais, mais en tout cas, si je me concentre sur une colonne donnée, ah bah oui, celle-là, effectivement, elle est bien inconnue. Le mois de janvier, il y a 31 millions de lignes qui sont inconnues. Ça peut être normal. Évidemment, il doit y avoir des corrélations où telle colonne est juste le détail d'une autre colonne. C'est là où, au moins, ce petit rapport m'aide à y voir un peu plus clair. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder à quoi ça ressemble sous le capot. Voilà. Donc, une page HTML toute bête, enfin toute bête, si. J'importe mon style du Bootstrap parce que c'est ce que je faisais il y a 10 ans et que je ne me suis pas mis à jour. Mais ça fait le travail. Ma petite navbar en haut. Hop. Yes. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai scorecard, c'était juste mes petits chiffres avec le petit label. Donc, je m'appuie sur une table qui est là et que j'ai déclarée ici même. Donc, vous voyez, ici, je m'appuie sur le parquet qui est rangé dans Data et je peux rajouter mes colonnes tout de suite ici. Donc là, par exemple, j'ai fait je fais un truc rapido pour essayer de repérer les libellés, entre guillemets, que je considère comme nuls ou inconnus. Et après, je me prépare juste ma mesure pour pouvoir l'utiliser derrière. On pourrait aller chercher plusieurs sources de tables comme ça. Sous le capot, il y a DuckDB. En fait, c'est le lien avec aujourd'hui. Et potentiellement, on peut faire une vue. Et donc là, c'est reparti. Des petits bar charts où on déclare la table que je veux utiliser, la mesure. Voilà. On peut faire le order by. Et vous voyez que par exemple ici, je voulais afficher le pourcentage. Et donc, c'est pour ça que je me suis fait le pourcentage comme KPI pour ne pas faire une moyenne de moyenne, ce genre de choses. À la fin, il y a tout ça de JavaScript à inclure. Un jour, Paul préparerait un truc minifié qui met tout le monde en un. En tout cas, ce qu'il faut pour parler avec DuckDB, pour initialiser la table et les différents graphiques. Grâce à cette balise, le code JavaScript le détecte et vient le transformer. Là, j'ai fait une réduction de dimension archi simple. J'ai juste pris toutes les colonnes. Donc, celle que je suis en train de montrer, je vais juste... hop. En fait, là, c'est un truc tout bête. Là, j'ai juste peut-être 2000 lignes. Donc, c'est pour ça que c'est aussi snappy. Si j'avais envoyé 200 mégas, ça ne serait pas la même aventure. Maintenant, côté Damir, les données sources, un CSV c'est 1 giga GZIP, des IP c'est 6 gigas, le parquet fait 1 giga et demi, 1 giga 8. Et du coup, par exemple, si on fait la bonne réduction de dimension, c'est sûr qu'on tombe à beaucoup moins. Mais oui, ça peut être volumineux. Pour l'instant, je ne suis pas allé très loin. Mais dans l'idée, ça que je trouve top, c'est que finalement, je veux faire une petite analyse sans avoir à payer ma licence Power BI ou Enfin, sur tableau public, c'est bon. Sur Power BI, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, si je veux juste la déployer avec la solution du pauvre, après je reviens dans mon repo GitHub, je vais dans les pages. Alors c'est Paul qui m'a montré ça, j'ai fait vraiment 4 clics. Je dis, je veux deploy ma page web statique from telle branche, prends-le en main, les docs, c'est là où j'ai rangé mon HTML, mon index.html. Derrière, sous le capot, il lance des GitHub Actions pour déployer. Je ne sais toujours pas encore faire ça, ça se fait automatiquement par GitHub. Le repo est public, bien sûr. Là, c'était un peu la solution du pauvre pour déployer cette petite analyse et vous la montrer.
Pour aller plus loin, je vais peut-être revenir sur justement d'autres exemples de Paul. Ici, par exemple, c'était sur les releases de Google Cloud. Donc, alors, j'ai déjà commencé à cliquer. Alors, je vais réactualiser. Hop. Et donc là, même idée. Hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose, c'est d'avoir un peu un truc exploratoire. Et donc, évidemment, si je veux me concentrer sur Composer qui est Airflow, paf, c'était un peu les dernières releases là-dessus. Et donc, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il commence à ajouter aussi comment est-ce qu'il a monté cette page-là pour donner des idées et des exemples. Oui, alors c'est sûr que finalement, s'il y a 4 gigas et que ça passe en plus par le réseau, ne serait-ce, là j'ai tenté pour rigoler de mettre le 200 mégas du parquet de tout 2024 de Damir. Oui, bon, bah, ça commence à ralentir. C'est pas automagique. Hein. Et donc là, un autre petit exemple, c'était faire des allers-retours justement avec plus de composants, entre guillemets. Donc là, un input, on voit le petit script JavaScript qui permet justement de faire le travail d'aller chercher, j'imagine, les données et l'URL avec le source table qui est ici. Et ensuite, bah, il n'y a plus qu'à renvoyer ça dans DuckDB et il doit y avoir un petit appel. Je vais voir. En tout cas, l'appel est ici. Je pense que source-table, oui, source-table.js, hop, ça doit être l'objet JavaScript qui permet de manipuler et interagir avec DuckDB. Donc, d'autres exemples, il y en aurait à l'appel. En termes de cas d'usage, moi, ce que je vois bien, c'est précisément dans ce contexte d'exploration de données, de montrer par des premières petites explos et puis montrer comment ça fonctionne. La documentation est en cours, est en cours. Il y a déjà beaucoup de choses. Et donc là, vous voyez tout plein d'exemples. J'imagine que toute contribution sera bienvenue. Et donc, en tout cas, là, c'était pour vous donner des petits exemples de graphiques. Alors, c'est sûr que là, il y a de la couleur de partout, c'était pour que ça soit joli. Mais là, évidemment, il n'y a pas. Vous serez attentif à ne pas mettre trop de couleurs, je m'en doute. Par exemple, on pourrait rajouter des petits composants pour aller appeler leaflet, ce qui permettrait, avec des 3JS, de faire de jolis cartos. Ça, c'était ma maîtrise recherche, où j'avais utilisé ces librairies-là. Donc évidemment, on peut encore inventer d'autres choses. Mais à minima, ça permet d'avoir un petit DuckDB dans son browser qui permet de quelques premières petites explorations et c'est déjà interactif sans rien dépenser. Donc ça, c'était la petite démo. Et ce que je vous propose là, pour finir, j'ai encore quelques petits slides. C'est juste que je vous propose là les nouveautés sur justement la version 1.3 qui est tombée hier ou avant-hier. La démo DuckDB UI et Instant SQL, finalement, je vous l'ai déjà faite. Et après, du coup, c'est des références vers d'autres articles. Là, les petites nouveautés, ils viennent d'ajouter du cache automatiquement, ce qui fait que si j'appelle 3 fois un parquet qui est plutôt volumineux, ce qu'il a déjà, il n'a pas besoin de le retélécharger. On voit l'impact ici. Au besoin, on peut appeler donc une nouvelle petite macro qui permet de voir qu'est-ce qui est en cache ou pas. Nouvelle invention, try à l'intérieur. On met notre cast par exemple as int. Et donc c'est sûr que si on tente de traduire coucou en entier, normalement d'habitude, c'est ce que j'ai mis après, juste après, normalement on a une belle erreur. Et là, grâce au try, ça permet de retourner une valeur nulle. Si vous voulez, c'est le safe cast ou try cast qu'on peut avoir dans d'autres bases de données. Les secrets, justement, on y revient. Donc là, on serait capable maintenant, dans le secret, de lui dire, hey, va chercher la variable d'environnement, mon secret. Et donc finalement, c'est plus ça les bons standards. Je ne suis pas du tout un champion de DevOps Infra, ce genre de choses. Notre petite fonctionnalité, c'était faire un unpack sur nos colonnes et les caster à la volée. Donc, grâce au unpack, ça permet désormais de le proposer de le faire, à voir si ça peut intéresser quelqu'un. Et comme je vous ai mentionné, la jointure spatiale, qui est optimisée. Alors un petit dernier que du coup Eric Mauvière a partagé ce matin ou aujourd'hui, c'était le fait de pouvoir appeler directement, grâce à une extension de la communauté, un fichier zip et de lire directement depuis un fichier zip pour le charger, sans avoir à télécharger le zip sur son fichier et ensuite lire, dézipper et lire avec le début. Proposition, en tout cas d'extension. Ça, c'est ce que je vous ai montré, un petit côté rigolo. Par contre, des choses peut-être un peu plus sérieuses. Donc, à peu près tous les 6 mois ou chaque année, il y a une conférence DuckDB. Et là, la dernière, ils ont présenté une base de données graph attachée à DuckDB. Alors, j'y connais rien, c'est absolument pas mon rayon. Ça peut avoir un intérêt. Donc, on voit des vertex, des liens entre les différentes choses et du coup, la requête à la fin pour faire le lien. En tout cas, un petit truc tendance. Embarquer un LLM pour envoyer les données qui sont dans la base de données de DuckDB contre un LLM. Montréal, c'est Polytechnique Montréal, apparemment, des gars de là-bas qui l'ont proposé. À voir. DuckDB en distribué, donc là, DeepSeek avait fait un petit quelque chose où il tentait ça. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Est-ce que c'est juste resté au stade de hype? En tout cas, plus de contenu. Donc Mehdi Waza est développeur advocate pour Mozartduck, donc il fait de la promo évidemment de Mozartduck, mais au passage fait plein de vulgarisation, toujours plus, autour de DuckDB. Matt Forrest adore tout ce qui est géomatique et cartographie, donc il a fait plein de contenu autour de ça.
Et Julien Hureau, lui, aime bien tenter d'utiliser des stacks multimoteurs de calcul, on va dire. Et donc là, il proposait d'allier DuckDB avec du format iceberg, avec autres. Donc pareil, il fait aussi de beaux articles. Évidemment, les articles d'Éric Mauvière, Elisabeth Coulon, notamment sur le parquet à nouveau, et les 3 premiers articles là, desquels j'ai énormément appris. Finalement, DuckDB, c'est un équivalent à Polars ou Panda, c'est un moteur de calcul in-process. Il y a Ibis qui tente de traduire, potentiellement on attaque en data frame, et sous le capot, il traduit vers le SQL ou le data frame intéressant, grâce à SQL Glot, qui permet de passer d'un dialecte SQL à un autre, SQL Glot, qui est lié à SQL Mesh, un concurrent de DBT. Bon, je pose ça là, au cas où. Des défis, évidemment, autour de ça, il y aurait, enfin là, je fais une aparté, hein. Le SQL est peut-être plus facile justement que des API DataFrame potentiellement, à la fois peut-être pour les débutants ou peut-être pour nos petits chats GPT. C'est une question. En tout cas, si jamais on avait un modèle sémantique, là c'est pas tant le contexte ici, mais pareil, le modèle sémantique permettrait d'éviter d'inventer des SQL qui n'existent pas forcément. Il restera toujours des défis humains dans toutes nos explorations, mais voilà, en tout cas, c'était un peu ce que j'avais à vous partager côté DuckDB pour des nouveautés. Alors oui, la question, benchmark, donc c'est bien mignon. Oui, donc j'ai fait une petite démo Snowflake contre DuckDB. Est-ce que je l'ai fait contre Polars? Moi personnellement non, il y en a plein d'autres qui le font. Une personne très teintée désormais Microsoft sur LinkedIn, si on cherche, c'est Mamimoun. Ouais, cette personne-là, elle a fait notamment plein de benchmarks en permanence et justement autour de DuckDB dans un environnement Fabric sur les petits trucs de Fabric. Donc notamment, il faisait aussi des petites comparaisons Polars versus DuckDB versus le truc de Fabric. Bon, pour moi, c'est à peu près kiff-kiff. Enfin, c'est ça l'avantage. L'un est écrit en Rust, l'autre en C++. Ça reste des super langages qui dépotent. Effectivement, si c'est trop grand par rapport à la mémoire, il a quelque chose DuckDB pour faire du memory swap, ce genre de choses. En tout cas, il réussit. Quand tu tentes une requête, je vais essayer d'en prendre une farfelue là, mais plain, t'expliques le fil et donc j'ose penser qu'il parse tout, qu'il regarde tout et qu'il optimise aussi. Je sais juste pas, j'ai pas vraiment la réponse non plus. Mais je te rejoins, je pense qu'effectivement, peut-être que Polars est peut-être plus malin pour traduire un parquet au fur et à mesure. C'est sûr que il y a plein de monde qui s'amuse aussi à utiliser le benchmark TCPH, où ils martyrisent, enfin ils font envoyer ces requêtes-là contre tous les moteurs de base de données qui permettent de comparer tout ça. Mais ouais, en tout cas, à côté de lazy loading, là j'ai pas la réponse, mais carrément. C'est vrai que le but, c'est de parler aussi vise, hein, mais au moins là, j'espère que ça vous aura attiré ou éveillé votre curiosité côté ici. Effectivement, l'adoption de DuckDB en entreprise, est-ce que c'est utilisé en prod? Donc, ce que j'ai essayé de montrer, ça peut être utilisé en prod. Par exemple, Fivetran utilise DuckDB sous le capot pour optimiser certains bouts. Fivetran, c'est un outil d'extract load et ils l'ont déjà utilisé à l'intérieur. Tu vois, là, il y a des outils de vis qui l'embarquent. Donc ça, c'est vrai que c'est embarqué dans des produits. C'est aussi des entreprises. Donc, il y en a, oui. Et j'imagine parfois, c'est Polars, parfois c'est DuckDB, parfois, comme on a notre BigQuery, notre Snowflake qui est là, et qu'on n'a pas trop de problèmes de coût, il n'y a pas encore besoin d'aller voir ailleurs. En fait, tu vois, la question se posera aussi potentiellement là-dessus. Donc, les opportunités, effectivement, pour utiliser DuckDB, notamment aussi quand on a si on utilise MySQL, par exemple, oui, si on passe sur DuckDB et qu'on a des besoins analytiques, c'est génial, c'est incroyable. C'est du SQL, mais SQL ou Postgre d'ailleurs, je crois qu'il est plus proche de Postgre. En tout cas, des histoires de dialecte SQL. Donc ça va dépendre effectivement de la curiosité, l'intérêt de chacun. En tout cas, là, c'est d'où ma petite partie là pour proposer des idées d'usage en prod. Alors, déjà, évidence, même chose, même principe que Static BI que je vous ai montré. Et en fait, les deux embarquent DuckDB dans le browser. Et l'idée, en fait, c'est que c'est des outils de vise, l'un et l'autre. Omni, à limite, pour son histoire, c'est les anciens de Looker. Looker, c'est la solution de DataVis que Google a racheté. Et des anciens d'Omni ont reparti encore un autre outil. Évidence, c'est open source. Omni, c'est un outil commercial, me semble. Mais Évidence peut effectivement être open source, on peut se l'auto-héberger. Ou alors, Évidence propose une solution SaaS pour vous aider à héberger ça. Merci pour votre intérêt et votre venue.